Maintenant, quelqu'un qui est fait doctor honoris causa dans une université vouée comme celle-ci à la nouveauté intellectuelle et à l'engagement social doit bien sûr s'interroger sur ce qui fait de lui un chercheur ou un savant digne de cet honneur. En effet, cette dignité ne récompense pas simplement la qualité de ses travaux universitaires. Elle distingue plutôt, je pense, une certaine orientation, voire une certaine déviation qu'il a adoptée par rapport au chemin normal sur lesquels les recherches sont opérées, les connaissances acquises et les honneurs transmises et les honneurs acquis. Et il me plaît de penser que les raisons de l'honneur qui m'est ici accordé pourraient bien être les mêmes qui firent de moi un suspect dans ma corporation, quelqu'un qui avait déserté le terrain de la philosophie sérieuse pour se perdre dans les cartons de l'archive ouvrière et revenir de ce voyage avec un mot chargé d'illusions que l'on pensait révolues, émancipation, et une formule destructrice des fondements de la République du savoir, toutes les intelligences sont égales. Quien es nombrado doctor honoris causa en una universidad dedicada como es esta a la novedad intelectual y al compromiso social, tiene por supuesto que preguntarse sobre el hecho de que hace de él un investigador o un sabio digno de tal honor. En efecto, esta dignidad no solo recompensa la cualidad de trabajos universitarios, distingue más bien cierta orientación o inclusive cierta desviación que adoptó con respecto al camino normal que suelen seguir las investigaciones, los conocimientos transmitidos y los honores adquiridos. Y me gusta pensar que las razones del honor que me es dado aquí podrían ser las mismas que hicieron de mí un sospechoso en mi corporación, alguien que había desertado el terreno de la filosofía seria para perderse en las cajas del archivo obrero y volver de ese viaje con una palabra cargada de ilusiones que pensábamos ya caducadas, emancipación, y con una fórmula destructora de los fundamentos mismos de la República del Saber: todas las inteligencias son iguales. Je n'étais de fait nullement préparé à devenir le porteur de ces extravagances. Sans doute le mot d'émancipation m'avait-il tôt fait sentir sa séduction. Mais il y avait plusieurs manières de l'entendre. Il y en avait une qui en faisait un but promis par une science de la société que ses détenteurs devaient porter aux masses pour les libérer de l'idéologie dans laquelle elles étaient prises. Il y en avait une autre qui, à l'inverse, assurait que ces prétendus savants étaient des ignorants qui ne savaient rien de la pratique sociale et devaient être éduqués, ou plutôt rééduqués par les masses populaires. L'une et l'autre vision faisaient de l'intelligence la propriété d'une catégorie sociale particulière qui était savante de l'ignorance de l'autre, et elle ne promettait les bienfaits de l'émancipation qu'au prix d'une longue éducation ou rééducation. Estaba de hecho poco preparado para volverme portador de tales extravagancias. Sin duda había experimentado temprano la seducción de la palabra emancipación, pero había varias maneras de entenderla. Estaba la que hacía de emancipación una meta prometida para una ciencia de la sociedad cuyos detentores tendrían que llevar a las masas para librarlas de la ideología que les tenía atrapados. Estaba otra, a la inversa, que aseguraba que esos supuestos sabios eran ignorantes, que no sabían nada de la práctica social y tenían que ser educados, o más bien reeducados, por las masas populares. Ambas visiones hacían así de la inteligencia la propiedad de una categoría social particular que era sabia por la ignorancia de los otros y que solo prometía beneficios de la emancipación al costo de una larga éducation o rééducation. Les déceptions rencontrées en suivant l'une puis l'autre voie m'engagèrent un jour dans une entreprise peu raisonnable, celle de remonter aux origines mêmes du différend entre l'éducation des masses par les savants et l'éducation des savants par les masses.
je me lançai dans une recherche historique sur la pensée ouvrière en France au XIXe siècle. Je pensais retrouver cette pensée dans son identité propre avant sa rencontre avec la science marxiste. Mais en fait, je trouvais quelque chose de bien différent. L'effort pour se libérer d'une identité ouvrière imposée par l'ordre de la domination, pour vivre, penser et agir, non plus comme les représentants d'une identité collective, mais comme les initiateurs d'une communauté nouvelle, où nulle classe ne se vanterait plus d'être l'éducatrice d'une autre. Émancipation, pour les hommes et les femmes du peuple qui s'y vouaient, voulait dire cela. La révocation du partage de l'humanité en castes séparées. L'affirmation d'une appartenance à un monde commun, d'expérience et de pensée. L'affirmation aussi que ce monde n'était pas un avenir promis au terme de longs combats, mais un monde sensible qu'il fallait commencer à construire ici et maintenant, en changeant les manières d'être, de penser, de parler et d'agir formées par la servitude. Las desilusiones encontradas al seguir una y otra vía me encaminaron un día en una empresa poco razonable, la de remontarme a los orígenes mismos del desacuerdo entre educación de las masas por los sabios y educación de los sabios por las masas. Me lanzaba en una investigación histórica sobre el pensamiento obrero en la Francia del siglo XIX. Pensaba encontrar en este pensamiento en su identidad propia antes de su encuentro con la ciencia marxista. Pero en vez de eso, me encontraba con algo muy diferente. El esfuerzo por librarse de una identidad obrera impuesta por el orden de la dominación. El esfuerzo para vivir, pensar y actuar ya no como los representantes de una identidad colectiva, sino como los iniciadores de una comunidad nueva donde ninguna clase se ufanaría más de ser la educadora de la otra. Emancipación para los hombres y las mujeres del pueblo que se dedicaban a ello quería decir eso, la revocación de la partición de la humanidad en castas separadas, la afirmación de la pertenencia a un mundo común de experiencia y de pensamiento. La afirmación también que este mundo no era un porvenir prometido tras largos combates, sino un mundo sensible que se trataba de empezar a construir aquí y ahora, cambiando las maneras de ser, de pensar, de hablar, de actuar, formadas por la servidumbre. C'est sur ce chemin que je rencontrai le nom d'un singulier personnage que l'on créditait de l'invention d'une méthode ouvrant le monde du savoir à tout enfant du peuple, Joseph Jacotot. C'est ainsi que j'ouvris ses livres, que je fus frappé de plein fouet par ces formules provocatrices qui dormaient depuis un siècle et demi au purgatoire des pédagogies alternatives, et d'abord par la mise en question radicale du principe même de l'éducation des enfants ou du peuple, l'explication qui part des premiers éléments du savoir et suit une marche progressive pour les guider sur la voie d'un savoir qui les libérera et les rendra égaux à ceux qui l'instruisent. C'est cette idée, la moins contestée de celle qui structure l'ordre de la pensée et l'ordre social, que Jacotot faisait voler en éclats. Partir des premiers éléments, disait-il, c'est effacer tout ce que les prétendus ignorants savent déjà. C'est disqualifier la méthode par laquelle ils l'ont appris. Expliquer les choses, c'est prouver à ceux auxquels on s'adresse qu'ils ne comprendraient pas si on ne leur expliquait pas. Transmettre progressivement les connaissances qui rendront plus tard l'enfant ou le peuple égaux à leur maître, c'est reproduire à chaque pas le dispositif qui indéfiniment recreuse l'écart. C'est transformer l'écart entre le plus ou moins de savoir en différence des intelligences. L'explication est la méthode de l'inégalité. La méthode par laquelle l'inégalité des conditions se transforme en une croyance, et cette croyance, en retour, se transforme en institution. Il n'y a pas, concluait-il, à fonder des écoles pour instruire le peuple. Il y a à dire aux enfants de ce peuple qu'ils peuvent s'émanciper tout seuls, au prix de rompre avec cette croyance en l'inégalité qui s'infiltre au plus profond des manières d'être et de penser. Il n'y a fondamentalement que deux voies.
partir de l'inégalité des intelligences, comme le fait l'ordre explicateur, celui des écoles et de la société, ou partir de l'égalité des intelligences, de la présupposition de la capacité des incapables pour vérifier avec eux les effets produits par cette présupposition. Sobre este camino me encontré con el nombre de un singular personaje a quien se atribuye la invención de un método que abre el mundo del pensamiento y del saber a todo hijo del pueblo, Joseph Jacotot. Así fue como abrí sus libros y me vi deslumbrado por las fórmulas provocadoras que dormitaban desde más de un siglo y medio en el purgatorio de las pedagogías alternativas, y en primer lugar por el cuestionamiento radical del principio mismo de la educación de los niños o del pueblo. La explicación, que parte de los primeros elementos del saber y sigue una marcha progresiva para guiar el escolar o el pueblo infante sobre la vía de un saber que les liberará y les hará iguales con los que los instruyen. Es esta idea la menos contestada de las que estructuran el orden del pensamiento y el de la sociedad, que Jacotot hacía volar en pedazos. Partir de los primeros elementos, decía él, es borrar todo lo que los supuestos ignorantes ya saben. Es descalificar el método por el cual lo aprendieron. Explicar las cosas es probar a quienes uno se dirige que no entenderían nada si uno no se lo explicara. Transmitir progresivamente los conocimientos que harán más tarde el niño o el pueblo iguales a sus maestros es reproducir a cada paso el dispositivo que vuelve indefinidamente a ahondar la distancia. Es transformar la brecha entre el más y el menos saber en diferencia de las inteligencias. La explicación es el método de desigualdad, el método por el cual la desigualdad de condiciones se transforma en una creencia y esta creencia a su vez se transforma en institución. No hay, como concluía él, que fundar escuelas para instruir al pueblo. Hay que decir a los hijos de este pueblo que pueden emanciparse solos, al único costo de romper con esta creencia en la desigualdad que se infiltra en lo más profundo de las maneras de ser y de pensar. No hay fundamentalmente solo dos vías. Partir de la desigualdad de las inteligencias, como lo hace el orden explicador, el de las escuelas y de la sociedad, o partir de la igualdad de las inteligencias, del presupuesto de la capacidad de los incapaces para verificar con ellos los efectos que produce esta presuposición. C'est cette leçon qui a de fait guidé tous mes travaux ultérieurs. C'est elle que j'ai d'abord jetée en travers du grand débat qui agitait alors les intellectuels de mon pays pour savoir comment réduire l'inégalité scolaire. Les uns voulaient le faire en rendant les manières de faire de l'école plus proches de ceux qu'elle accueillait, et notamment des plus pauvres d'entre eux. Les autres voulaient le faire en annulant toute différence devant l'égalité à soi du savoir. Aux uns et aux autres, la provocation jacotiste répondait que le problème n'était pas de réduire l'inégalité, mais d'affirmer l'égalité et d'étendre sa sphère d'effectivité. C'est aussi cette démonstration qui a guidé ma polémique contre tous ceux qui croient servir la cause des opprimés en leur démontrant sans fin la manière dont la domination les prend dans ses filets, c'est-à-dire en leur montrant sans cesse qu'ils sont des idiots. Mais plus positivement aussi, c'est elle qui a fondé ma compréhension de la politique comme mise en œuvre de la capacité de n'importe qui. C'est elle aussi qui m'a fait ponctuer dans l'art ou la littérature, et même dans ceux-là que l'on dit élitistes et préoccupés de leur seule perfection, la marque de cette capacité de n'importe qui. C'est elle, enfin, qui m'a appris que, pour mettre en valeur cette capacité commune, il fallait refuser le cadre des disciplines et toutes les hiérarchies qui s'y dissimulent en principe de bonnes méthodes, à commencer par la différence supposée
entre le langage du savoir et le langage de ceux et celles qui sont ces objets. Fue esta lección que guió todos mis trabajos posteriores. Fue la que tiré primero en medio del gran debate que agitaba por aquel entonces la clase intelectual de mi país para saber cómo reducir la desigualdad escolar. Unos querían hacerlo volviendo las maneras de hacer de la escuela más cercanas de los que recibía, y particularmente de los más pobres entre ellos. Los otros querían hacerlo anulando toda diferencia ante la igualdad así del saber. A todos, la provocación jacotista contestaba que el problema no era reducir la desigualdad, sino afirmar la igualdad y ampliar su esfera de efectividad. Es también esa demostración la que guió mi polémica contra todos aquellos que creen servir la causa de los oprimidos, demostrándoles sin parar la manera que tiene la dominación de atraparlos, es decir, mostrándoles sin cesar que son idiotas. Pero también, de manera más positiva, fue la que fundó mi comprensión de la política como operación de la capacidad de cualquiera. Es también la que me hizo acentuar en el arte o la literatura, en esos que se dicen elitistas y únicamente preocupados por su perfección, la huella de esa capacidad de cualquiera. Es, por último, la que me enseñó que para resaltar esa capacidad común hacía falta rechazar el marco de las disciplinas y todas las jerarquías que en él se disimulaba en tanto principio de buen método, empezando por la diferencia supuesta entre el lenguaje del saber y el lenguaje de ellos y ellas que son sus objetos. Mais ce ne sont pas ces travaux où j'ai mis à profit la pensée de l'émancipation intellectuelle qui peuvent à eux seuls constituer un titre à être honoré par votre université. Ce qui peut me valoir cet honneur, ce n'est pas de m'être approprié cette découverte, c'est plutôt au contraire d'avoir insisté sur ce que cette notion a d'inappropriable, sur la résistance qu'elle ne cesse de nous opposer, à mesure même que sa nécessité s'impose à nous. Aux révolutionnaires du passé, du présent et de l'avenir, Jacques Otto laissait ce message essentiel. Ce qui d'abord lie les hommes sous le joug des dominants et des exploiteurs, ce n'est pas la crainte du pouvoir ou l'ignorance de leur situation. C'est d'abord une opinion, l'opinion de l'inégalité des intelligences, le sentiment qu'ils ne sont pas capables d'un autre monde. Mais cette opinion n'est pas seulement quelque chose qui est dans les têtes, elle est inscrite dans la forme de toutes nos relations, dans la logique de toutes nos institutions. L'élève peut toujours refuser le maître explicateur et se déclarer capable d'apprendre par lui-même. Le maître peut toujours décider qu'il parle en égal à des égaux, en mettant en œuvre une capacité qui est celle de tous. Mais la logique explicatrice n'est pas simplement celle des maîtres d'école, elle est celle de la société entière, des relations de travail, des institutions publiques, du journal, de tout ce qui nous fait vivre en communauté. Et elle est vouée à l'être de plus en plus dans des sociétés où l'inégalité est privée de tout fondement transcendant et confiée donc au seul soin de son interminable autodémonstration. C'est pourquoi Jacques Otto nous laissait ce paradoxe apparemment insoluble. Il est possible à n'importe qui, n'importe quand, de s'émanciper et d'émanciper d'autres personnes, mais une société jamais ne sera émancipée. Jamais elle n'échappera à une inégalité dont les dehors pourront être plus ou moins polis, mais qui sera toujours son cœur solide. Pero no son estos trabajos donde hice fructificar el pensamiento de la emancipación intelectual que pueden, por sí solos, constituir un título para ser honrado por su universidad. Lo que puede valerme ese honor no es mi apropiación de este descubrimiento. Es más bien, al contrario, el hecho de haber insistido sobre lo que esta noción tiene de inapropiable, sobre la resistencia que no deja de oponernos a medida que su necesidad se impone a nosotros. A los revolucionarios del pasado, del presente y del porvenir, Jacques Otto dejaba ese mensaje esencial.
lo que ante todo vincula a los hombres bajo el yugo de los dominantes y de los explotadores, no es el temor del poder o la ignorancia de su situación. Es simplemente una opinión, la opinión de la desigualdad de las inteligencias, el sentimiento que no son capaces de otro mundo. Pero esta opinión no es solo algo que está en las cabezas, sino que está inscripta en la forma de todas nuestras relaciones, en la lógica de todas nuestras instituciones. El alumno bien puede rechazar el maestro explicador y declararse capaz de aprender por sí solo. El maestro bien puede decidir que habla de igual a igual, poniendo a obrar una capacidad que es la de todos. Pero la lógica explicadora no es simplemente la de los maestros de escuela, es la de la sociedad entera, la de las relaciones de trabajo, la de las instituciones públicas, la del diario, de todo lo que nos hace vivir en comunidad. Y es destinada a hacerlo cada vez más en sociedades donde la desigualdad está privada de todo fundamento trascendente y confiada, por ende, al solo cuidado de su interminable autodemostración. Es por ello que Jacotot nos dejaba con una paradoja aparentemente insoluble. Es posible a cualquiera, en cualquier momento, emanciparse y emancipar a otras personas. Pero una sociedad jamás será emancipada, jamás escapará a una desigualdad cuyos afueras bien podrán ser más o menos pulidos, pero que siempre será su corazón sólido. Nous savons à quel point il a eu raison. Nous vivons dans des sociétés qui se disent démocratiques, non seulement dans leurs institutions, mais dans leur mode de vie. Le seul modèle de la domination qui se donne alors comme légitime est celui de l'ordre pédagogique. Mais justement, cet ordre couvre maintenant l'ensemble du tissu social. Ce ne sont pas seulement les professeurs qui expliquent, ce sont toutes nos institutions, nos ministères, la myriade des comités et commissions qu'ils nomment, mais aussi nos journaux, radios et télévisions, qui sont investis dans la tâche sans fin de nous expliquer toutes choses, depuis les dures contraintes du marché mondial jusqu'aux faits divers, depuis les tendances profondes révélées par les derniers sondages d'opinion, jusqu'aux abîmes psychologiques et sociaux révélés par le moindre phénomène de société. Ce gigantesque système d'explication travaille sans cesse à nous séparer de ce que nous voyons, de ce que nous faisons. Il transforme toute chose en une énigme nécessitant le secours d'experts et commentateurs en tout genre. De plus en plus, nos gouvernements et nos classes dominantes se présentent comme nos pédagogues. Ils nous expliquent à quel point les choses sont compliquées et eux seuls peuvent venir à bout de leur complexité. De plus en plus, journalistes, experts ou intellectuels justifient cette croyance. De plus en plus, les raisons du pouvoir s'identifient à celles de la science et le désir de leur résister est assimilé au comportement des ignorants. L'ordre social, à la limite, s'identifie simplement a l'inégalité des intelligences. Sabemos cuánta razón tuvo. Vivimos en sociedades que se dicen democráticas no solo en sus instituciones, sino también en sus modos de vida. El único modelo de la dominación que se da entonces como legítima es la del orden pedagógico. Pero justamente este orden pedagógico cubre ahora el conjunto del tejido social. Ya no son solo los profesores que explican, son todas nuestras instituciones, nuestros ministerios, las multiplicaciones de comités, de comisiones de todo tipo que nombran, pero también nuestros diarios, radios y televisiones que están encargados de la tarea sin fin de explicarnos todo, desde las duras coerciones del mercado mundial hasta las últimas noticias, desde las tendencias profundas reveladas por los últimos sondeos de opinión hasta los abismos psicológicos y sociales revelados por el menor fenómeno de sociedad. Este sistema gigantesco de explicaciones trabaja sin tregua a separarnos de lo que vemos y de lo que hacemos, transformando cada cosa en un enigma necesitando el socorro de expertos y comentadores de todo tipo. Cada vez más, nuestros gobiernos y nuestras clases dominantes se presentan ante nosotros como nuestros pedagogos. Nos explican cuán complejas son las cosas
y que solo ellos pueden acabar con esta complejidad. Cada vez más, periodistas, expertos o intelectuales justifican esta creencia. Cada vez más, las razones del poder se identifican con las de la ciencia y el deseo de resistirlos es asimilado al comportamiento de ignorantes. El orden social se identifica en última instancia con la desigualdad de inteligencias. Nous savons aussi quel est, dans cette structuration de l'inégalité, le rôle dévolu par l'imaginaire étatique aux institutions d'enseignement. J'en parlerai du moins d'après ce que je vois dans mon pays et dans ceux qui l'entourent, ne prétendant pas connaître tous les systèmes éducatifs au monde. Nos écoles et nos universités sont censées harmoniser leur contenu et leur organisation avec une tâche qui est de fournir à leurs étudiants et étudiantes les compétences adaptées aux évolutions du marché du travail. Le problème est que ces évolutions sont aujourd'hui déterminées par les jeux de la spéculation financière bien plus que par les avancées de la science et de la technologie. Mais justement, moins l'harmonie naturelle entre l'acquisition des connaissances et les chances d'emploi est vérifiée par le fait, plus l'institution éducatrice est chargée d'en devenir elle-même la démonstration. Faute d'ouvrir aux étudiants les portes de l'entreprise, elle est priée de se concevoir elle-même comme une entreprise obéissant aux règles du management. Les équipes de recherche sont invitées à se regrouper à la manière des entreprises pour atteindre la taille critique qui est, paraît-il, garante des progrès de la science. Et les crédits de recherche passent de plus en plus par des programmes imposés par des comités nationaux ou supranationaux sur des thèmes bureaucratiquement déclarés porteurs d'avenir. Comme là encore, le décalage entre le rêve étatique et la réalité académique est important. Les universités et leurs centres de recherche ont de plus en plus, pour conserver leurs moyens, à conforter le mensonge officiel en feignant de faire autre chose que ce qu'ils font et de produire d'autres résultats que ceux qu'ils produisent. Sabemos también que es en esta estructuración de la desigualdad el rol asignado por el imaginario estatal a las instituciones de enseñanza. Hablaré al menos según lo que veo en mi país y en todos los que lo rodean. No pretendo conocer todos los sistemas del mundo. Se pretende de nuestras escuelas y de nuestras universidades armonizar sus contenidos y su organización con la tarea de proporcionar a sus estudiantes las competencias adecuadas a las evoluciones del mercado del trabajo. El problema es que estas evoluciones son hoy en día determinadas por el juego de la especulación financiera mucho más que por los alcances de la ciencia y de la tecnología. Pero justamente, menos la armonía natural entre adquisición de conocimiento y chances de empleo se verifica en los hechos, más la institución educadora está encargada de devenir ella misma la demostración. A falta de abrir a los estudiantes las puertas de las empresas, se le ruega a la universidad, o al lugar de enseñanza, que se conciba a sí misma como una empresa que obedece a las reglas del management. Los equipos de investigación son rogados de agruparse a la manera de empresas para llegar a un tamaño crítico que es supuestamente garante de los progresos de la ciencia. Y los créditos de la investigación pasan cada vez más por programas impuestos por comités nacionales o supranacionales sobre temas burocráticamente declarados portadores de futuro. Una vez más aquí, el desfasaje entre el sueño estatal y la realidad académica es importante. Luego, las universidades y sus centros de investigación tienen, para conservar sus recursos, que reforzar la mentira oficial al fingir hacer totalmente otra cosa que lo que están haciendo y producir otros resultados de los que están produciendo. Dans ces conditions, l'idée de l'émancipation est aujourd'hui à la fois plus urgente que jamais dans son principe et plus improbable que jamais quant à sa réalisation. Au temps de Jacotot, l'ordre explicateur laissait de larges espaces où les ignorants
pouvaient s'engouffrer pour construire des aventures intellectuelles, individuelles et collectives. Aujourd'hui, tout espace vacant tend à être investi par une forme particulière du système explicateur. Aussi, faut-il, pour que d'autres voix s'entendent, que certains espaces soient détournés. C'est ce qui est arrivé récemment avec les mouvements qui ont occupé les rues et les places, normalement vouées à la circulation, pour en faire des espaces de parole, l'espace d'une parole déviante par rapport à la machine explicatrice. Ces mouvements ont encouru le reproche classique adressé à tout ce qui perturbe la logique de l'ordre explicateur, celui d'être des soulèvements éphémères et sans programme. Il me semble que nous pouvons lire la critique à l'envers. L'éphémère, c'est la brèche introduite dans la reproduction du consensus dominant. L'absence de programme, c'est la remise en cause de tous ces programmes qui repoussent l'égalité à plus tard. Contre les mornes discours qui nous enseignent sans fin les ruses du capital ou du pouvoir et l'illusion des masses toujours trompées, ces mouvements ont fortement remis en honneur l'idée d'une capacité de pensée qui n'est celle d'aucune corporation spécialisée, ni d'aucune avant-garde savante, mais appartient à tous et toutes. Ils nous ont fortement rappelé que toute politique égalitaire véritable était fondée sur la confiance en cette capacité. En estas condiciones, la idea de emancipación es hoy en día a la vez más urgente que nunca en su principio y más improbable que nunca en cuanto a su realización. En tiempos de Jacotot, el orden explicador dejaba amplios espacios donde los ignorantes podían precipitarse para construir aventuras intelectuales, individuales y colectivas. Hoy, todo espacio vacante tiende a ser ocupado por una forma particular del sistema explicador. Así es como hace falta, para que otras voces se puedan escuchar, que ciertos espacios se encuentren desviados. Es lo que pasó recientemente con los movimientos que ocuparon las calles y las plazas normalmente dedicadas a la circulación, para volverlos espacios de palabra, espacio de una palabra desviante en relación con la máquina explicadora. Estos movimientos se expusieron al reproche clásico dirigido a todo lo que viene a perturbar la lógica del orden explicador. El de ser levantamientos efímeros y sin programa. Me parece que podemos leer la crítica al revés. Lo efímero es la brecha introducida en la reproducción del consenso dominante. La ausencia de programa es el cuestionamiento de todos estos programas que aplazan la igualdad para más tarde. Contra estos tristones discursos que nos enseñan sin fin las astucias del capital o del poder y la ilusión de las masas siempre engañadas, estos movimientos volvieron fuertemente a dar su honor a la idea de una capacidad de pensar que no es capacidad de ninguna corporación especializada ni de ninguna vanguardia sabia, sino que pertenece a todos. Y nos recordaron fuertemente que toda política igualitaria verdadera se funde en la confianza en esta capacidad. Mais ainsi, ils ont remis au premier plan le paradoxe de Jacotot à l'égard de toutes les formes institutionnelles de transmission de la pensée et du savoir. D'une certaine façon, la tâche intellectuelle majeure est aujourd'hui, si on peut user de ce néologisme, de désexpliquer. Désexpliquer, cela veut dire, d'un côté, défaire le voile que le système explicateur met sur toute chose simple, les remettre dans le circuit de la perception et de l'intelligence de tous, et à l'inverse, rendre à leur absence d'évidence ces modes de perception et ces systèmes d'argumentation qui prétendent éclairer les faits, c'est-à-dire leur imposer une lumière unique. La désexplication nous libère de ce savoir qui n'investit les faits les plus menus que pour nous rejeter tous dans la condition d'ignorants. En rendant leur singularité aux phénomènes qu'il prenait dans sa toile, elle défait la distribution des positions pour instituer une communauté de chercheurs qui sont toujours en même temps savants et ignorants. Pero asimismo,
volvieron a poner en primera fila la paradoja de Jacotot con respecto a todas las formas institucionales de transmisión del pensamiento y del saber. De cierto modo, la tarea intelectual mayor es, hoy en día, si se puede usar este neologismo, de desexplicar. Desexplicar, esto quiere decir, por un lado, deshacer el velo que el sistema explicador pone sobre toda cosa simple, volver a ponerlas en el circuito de la percepción y la inteligencia de todos y, a la inversa, devolver a su ausencia de evidencias a los modos de percepción y los sistemas de argumentación que pretendían iluminar los hechos, es decir, imponerles una luz única. La desexplicación nos libra de este saber que solo se ocupa de los más pequeños hechos para mejor echarnos a todos en la condición de ignorantes. Devolviendo su singularidad a los fenómenos que tomaba en su tela, la desexplicación deshace la distribución de las posiciones para instituir una comunidad de investigadores que son siempre, al mismo tiempo, sabios e ignorantes. Mais peut-on imaginer une institution désexplicatrice? On peut parfois transformer un espace de circulation en espace de parole partagée, mais peut-on transformer de manière permanente un lieu voué à la transmission du savoir en lieu d'une ignorance ainsi conçue? Car le savoir, c'est autre chose que les connaissances que chacun de nous possède et dont il peut faire profiter les autres. C'est toujours en même temps une position à l'égard du savoir, une idée de sa fonction au sein d'un processus plus vaste, une manière de présupposer la position de ceux qui ont à l'apprendre, de déterminer les voies par lesquelles il peut être acquis. C'est une manière de faire coïncider un partage des temps et un partage des compétences. J'ai rappelé plus haut la façon dont les institutions du savoir sont requises de serrer toujours plus fort le nœud d'une concordance imaginaire entre le temps de l'apprentissage académique et le temps social global. Il me semble que la provocation de ceux qui ont détourné les lieux de la circulation pour dénoncer le mensonge de cette concordance peut nous donner l'occasion de revoir tous les aspects de ce nouage temporel que l'institution du savoir tisse entre les objets du savoir et les sujets de l'apprentissage. Je rappelle simplement quelques éléments de ce nouage. Il y a d'abord l'évidence du rapport impliqué par l'idée de transmission entre une cause, l'acte d'enseigner, et un effet, l'acte d'apprendre. Il y a ensuite l'idée de la marche du savoir allant progressivement du plus simple au plus complexe, décidant donc par avance de ce qu'on peut ou ne peut pas attendre de l'étudiant. Il y a encore la division des disciplines et sous-disciplines qui revendiquent chacune son domaine, son objet et sa méthode, et multiplient ainsi l'ignorance de tous au même rythme que le savoir de quelques-uns. Pero ¿se puede imaginar una institución desexplicadora? Se puede a veces transformar un espacio de circulación en espacio de palabra compartida, pero se puede transformar de manera permanente un lugar dedicado a la transmisión del saber en lugar de compartir una ignorancia así concebida. Una vez más, el saber es otra cosa que el conocimiento que cada uno posee y que puede hacer disfrutar a los otros. El saber es siempre al mismo tiempo una posición con respecto al saber, una idea de su función en el seno de un proceso más amplio, una manera de presuponer la posición de los que tienen que aprenderla, de determinar las vías por las cuales se puede transmitir este saber. Es una manera de hacer coincidir un compartir de los tiempos y un compartir de las competencias. Recordé más arriba el modo en el cual se requiere de las instituciones del saber que aprieten cada vez más fuerte el nudo de una concordancia imaginaria entre el tiempo del aprendizaje y el tiempo social global. Me parece que la provocación de quienes desviaron los lugares de la circulación para denunciar la mentira de esta concordancia puede darnos la ocasión de ver de nuevo todos los aspectos de este anudamiento temporal que la institución del saber teje entre los objetos del saber y los sujetos del aprendizaje.
Recordaré solamente algunos elementos de este anudamiento. Hay primero la evidencia del vínculo que la idea de transmisión implica entre una causa, el acto de enseñar, y un efecto, el acto de aprender. Hay luego la idea de una marcha progresiva del saber, yendo de lo más simple a lo más complejo, decidiendo de antemano lo que se puede y lo que no se puede esperar de un estudiante. Hay todavía la división de las disciplinas y de las subdisciplinas, cada una reivindicando su dominio, su objeto y su método, división que multiplica así la ignorancia de todos al mismo compás que el saber de algunos. Contre l'ensemble de ces évidences d'ordre, l'émancipation intellectuelle nous rappelle quelques vérités dérangeantes. Tout d'abord, aucun savoir ne passe de la tête du maître dans celle de l'élève. Dans la recherche de l'enseignant, dans la parole qui s'efforce de la communiquer, dans l'écoute de ceux et celles qui l'entendent, dans la circulation de ses paroles et de ses écoutes, et dans les effets qu'elle produit, elle nous apprend à voir d'abord des aventures intellectuelles, des chemins nouveaux, sans cesse réinventés, sans que la destination en soit d'avance connue. Elle nous rappelle ensuite que la capacité de penser ne se divise pas et que les objets de réflexion décisifs s'ouvrent toujours là où les domaines se croisent, où les domaines se perdent et où ce qui était un objet pour les savants de telle ou telle discipline devient l'objet d'une réflexion dont personne n'est le spécialiste. Elle nous rappelle enfin que celui qui veut observer le travail de la pensée doit en suivre partout les inventions, et au plus loin parfois, Carlos Ruta le rappelait, du cadre des institutions du savoir. En contra del conjunto de estas evidencias del orden, la emancipación intelectual nos recuerda algunas verdaderas perturbadoras. Primero, ningún saber pasa de la cabeza del maestro a la cabeza del alumno. En la investigación del docente, en la palabra que se esfuerza para comunicarla, en la escucha de quienes la escuchan, en la circulación de estas palabras y de estas escuchas, en los efectos que ésta produce, nos enseña a ver, primero, las aventuras intelectuales, nuevos caminos que se toman sin saber de antemano el destino. Nos recuerda luego que la capacidad de pensar no se divide y que los objetos de reflexión decisivos siempre se abren allí donde los dominios se cruzan, donde los dominios se pierden y donde lo que era un objeto para los sabios de tal o cual disciplina se hace objeto de una reflexión para cual nadie es especialista. Nos recuerda, finalmente, que el que quiere observar el trabajo del pensamiento siempre tiene que seguir en todas partes sus inventos, más lejos a veces, como Carlos Ruta nos los recordó, del marco de las instituciones del saber. Sans doute, aucune institution ne pourra-t-elle jamais intégrer ces préceptes, mais rien n'interdit à ceux qui la font marcher de desserrer les nœuds auxquels on la voue, d'y ouvrir des temporalités, des espaces, des chemins qui donnent à l'émancipation intellectuelle la chance de passer à travers les mailles de la logique explicatrice. Rien ne leur interdit, par exemple, d'ouvrir, dans la distribution de ces cursus, des zones d'indétermination qui permettent à la rencontre des aventures intellectuelles de tisser sa propre toile et son propre temps dans le temps de l'institution. Rien n'interdit non plus que la même institution qui se structure en disciplines, revendiquant chacune son territoire et sa méthode, ne s'ouvre en même temps au travail pour défaire cette toile, traverser les frontières des disciplines et rendre leurs objets et leurs problèmes au monde de la pensée commune. Rien ne lui interdit l'effort pour s'ouvrir sans cesse à son dehors, à ses bruits, mais aussi à ses inventions. Mais il est vrai que c'est là, en un sens, faire travailler l'institution contre elle-même, je veux dire contre la finalité naturelle qui lui est dévolue. Jacques Otto disait que seuls les individus pouvaient s'émanciper, que les institutions ne pouvaient jamais que graviter dans la pesanteur inégalitaire.
Mais peut-être on pourrait lui opposer un paradoxe plus radical encore que le sien, celui d'une institution qui ferait elle-même droit à une contre-gravitation, une institution qui travaillerait contre la mission d'harmonie, c'est-à-dire finalement de mensonge qui lui est assignée, pour travailler à la constitution d'un tissu inédit d'intelligence partagée. Pour moi, en tout cas, c'est le fait de poser de telles questions qui peut être aujourd'hui l'honneur de l'université et qui peut justifier les honneurs qu'elle accorde. C'est donc dans cette pensée que je reçois toute ma reconnaissance l'honneur que vous me faites aujourd'hui. Desde luego, ninguna institución podrá jamás integrar estos preceptos, pero nada prohíbe a los que la hacen funcionar desatar los nudos a los cuales se destinaba, abrir temporalidades, espacios, caminos que den a la emancipación intelectual la chance de pasar a través de las mallas de la red de la lógica explicadora. Nada les prohíbe, por ejemplo, abrir en la distribución de sus carreras zonas de indeterminación que permitan al encuentro de aventuras intelectuales de tejer su propia tela y su propio tiempo, en el tiempo de la institución. Nada prohíbe tampoco que la institución que se estructura en disciplinas, cada una reivindicando su territorio y su método, se abra al mismo tiempo al trabajo que consiste en deshacer esta tela, cruzar las fronteras de las disciplinas y en devolver sus objetos y sus problemas al mundo del pensamiento común. Nada le prohíbe el esfuerzo para abrirse sin cesar a sus afueras, a sus ruidos tanto como a sus inventos. Es cierto que se trata aquí, en algún sentido, de hacer trabajar la institución en contra de ella misma, en contra de su finalidad natural. Jacotot decía que solo los individuos podían emanciparse, que las instituciones no podían nunca hacer más que gravitar en la pesantez desigualitaria. ¿No se podría oponerle otra paradoja más radical aún que la suya? La de una institución que permitiría una contragravitación, una institución que trabajaría en contra de la misión de armonía, es decir, en fin de mentira que le es asignada, en pos de un trabajo de constitución de un tejido inédito de inteligencia compartida. Para mí, por lo menos, es el hecho de plantear estas preguntas que puede ser hoy el honor de la universidad y justificar los honores que ella reconoce. Es luego, pensando en esto, que recibo con todo mi reconocimiento el honor que ustedes me hacen hoy. Merci.